Entreprises, ici présentes, associations, ici présentes, société civile, ici présente, hommes, femmes de bonne volonté, ici présents, rien ne se fera sans vous. Et si nous coopérions tous ensemble pour donner un nouveau souffle à l'éducation? Et pour parler du sujet qui nous relie ce soir, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés un trio de cordées magiques. 3 personnalités qui viennent de 3 mondes totalement différents. 3 belles personnes qui ont des choses à dire sur ce sujet. Aussi, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'accueillir et d'applaudir chaleureusement le général Pierre Levilliers ainsi que messieurs Laurent Vronsky et Brian Coquart. Yes, baby. Asseyez-vous, prenez place. Brian au milieu peut-être? Mon général, je vous donne un micro. On peut les applaudir. Bah oui, et ça y est, voilà. Vous avez la chance d'avoir 3 personnalités incroyables ce soir, mais vraiment très différentes. Et d'ailleurs, je vais commencer les présentations. L'honneur vous revient, mon général. Après 43 années d'une carrière militaire exemplaire qui vous a conduit à devenir chef d'état-major des armées de 2014 à 2017, vous êtes aujourd'hui président d'une société de conseil en stratégie qui a pour but le conseil en management, la formation à l'exercice notamment de l'autorité et du commandement. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages chez Fayard. Citons Servir, en écho à votre courageuse démission en 2017. Qu'est-ce qu'un chef? Un essai sur l'ordre remettant l'homme au centre du système. L'équilibre est un courage. Une analyse lucide de la crise que traverse notre société française. Et le tout dernier, Parole d'honneur, sous la forme de lettres que vous dédiez à la jeunesse. J'ai lu ça, j'ai dévoré. Le nombre de fiches que j'ai fait sur ce livre a été incroyable. Ça a été une très très grande découverte et aussi beaucoup d'émotions à vous lire. Laurent Vronsky, vous êtes homme d'affaires, vous dirigez depuis 19 ans la société Hervor, société fondée en 1945 et dernière entreprise française qui conçoit et produit dans une usine à Argenteuil des compresseurs d'air. Compresseurs d'air à 90% exportés dans le monde entier auprès d'entreprises et administrations industrielles de haut niveau. Vous êtes également secrétaire général de Croissance Plus, premier réseau français des entrepreneurs engagés pour libérer l'économie et favoriser la croissance des entreprises. Votre engagement ne s'arrête pas là, car vous êtes par ailleurs depuis 2018 membre du comité stratégique d'Espérance Banlieue, acteur complémentaire de l'éducation nationale et abrité par la Fondation de France. On peut l'applaudir également. Et enfin, Brian Coquart. Vous êtes originaire de Saint-Nazaire, vous êtes médaillé d'argent en JO de 2012 de Londres, champion du monde de l'américaine en 2015, là on parle de piste, d'accord. Vous avez commencé le sport très jeune, à 16 ans vous rejoignez le pôle France Cyclisme de Bordeaux, depuis 2 saisons vous êtes le sprinter de l'équipe nordiste Cofidis. Votre spécialité, c'est le finish sur la ligne. Vous avez cumulé plus de 50 victoires sur toutes les routes de France et d'Europe, notamment vainqueur des 4 jours de Dunkerque en 2016, épreuve qui vient de se terminer le week-end dernier. Et cette année, le compteur est ouvert pour vous puisque vous avez gagné en Australie au Tour Down Under et puis ensuite performé sur 2 belles victoires au finish sur 2 étapes du région Pays de Loire. On est très heureux, Brian, de vous avoir ce soir parmi nous, car vous avez fait pour nous un bref aller-retour depuis les Alpes où vous préparez, et c'est un secret, avec vos équipiers, le Tour de France. Tour de France dont il s'agira au terme de cette soirée. Alors, si l'idée, en page d'ouverture, était de souligner l'importance du sport dans l'éducation, on en a ce soir un bon exemple avec vous, Brian. Vous venez de récompenser tout à l'heure 40 collégiens de la Cordée qui viennent de finir ce Paris-Roubaix en 2 jours. Finalement, comment cette aventure parle pour vous? Quel sentiment vous avez eu à récompenser ces jeunes qui viennent de faire 2 jours d'efforts sur Paris-Roubaix?
Bonsoir à tous. Bien évidemment, je suis déjà très ému et très touché. Euh, on a écouté le témoignage de Julien et c'était très touchant. Touché aussi parce que je sais à quel point ce sport est difficile. Le vélo, c'est très très compliqué. J'en fais tous les jours, je sais de quoi je parle. Et j'ai appris en arrivant ici que certains des jeunes qui ont fait le Paris-Roubaix sur ces 2 journées-là, en fait, savaient à peine faire du vélo, peut-être même certains pas du tout avant de partir. Donc je suis très très, je les félicite chaleureusement. C'est vraiment très très impressionnant ce qu'ils ont réussi à réaliser et d'autant plus qu'ils ont eu la chance et la joie de découvrir les pavés. Paris-Roubaix, c'est Difficile. l'enfer du Nord. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça l'enfer du Nord. Et donc, félicitations à eux, à toute cette bande. Et ils ont, je pense, été au bout d'eux-mêmes de leur, de leur objectif. Et je pense qu'avec un but et un objectif comme ils ont eu ici ou dans l'Asie, on peut arriver. Ils ont réussi à, à réussir cet objectif. Donc, félicitations à eux. Et voilà, c'est chapeau. Vous êtes retrouvé, vous êtes souvenu d'avoir été gamin et d'avoir monté sur un vélo. Quel sentiment ça vous est là? Vous n'avez pas fait un petit retour en arrière hein, finalement? Si, bien évidemment, en remettant les médailles, je me suis vu aussi à ma première assemblée générale lorsque j'ai eu ma première coupe, ma première médaille. J'étais fier et je pense que ces sentiments-là qu'ils ont éprouvés, fiers, heureux de ce qu'ils ont accompli. Et d'autant plus maintenant que je suis papa depuis 3 ans, j'ai encore une autre vision et c'est encore plus touchant de me remémorer tout ça. Vous avez commencé le vélo à 6 ans, donc vous connaissez bien le sport maintenant de haut niveau. Quelles sont finalement les valeurs fortes que peut transmettre le sport en général et surtout là aux enfants? C'est quoi votre point de vue là-dessus? Moi, mon point de vue, c'est clairement le dépassement de soi. Je pense qu'ils sont dépassés mentalement. On va parler déjà physiquement, il y a eu l'effort physique, le goût de l'effort. Ils ont, je pense, dans cette aventure appris ça. Mentalement, je pense qu'ils sont aussi dépassés parce que, comme on a pu l'entendre, certains ont eu des crampes, ont eu des petits moments difficiles. Ça arrive souvent sur le vélo. Ouais, puis alors le moral, peut-être les parents n'étaient pas là, donc on était loin de Aussi, papa, maman. Et vous, à l'inverse, vous qui êtes cycliste professionnel, vous êtes loin de votre famille puisque vous êtes tout le temps sur les routes, vous. clairement, je suis parti à peu près 200 jours de l'année. Donc, c'est des sacrifices personnels pour faire ce métier qui est à la fois beau, mais très exigeant et très difficile. Et c'est surtout des sacrifices familiaux. J'ai 2 enfants, une femme. Je suis parti 200 jours de l'année. Heureusement que le téléphone et FaceTime existent maintenant parce que je les vois grandir. Mais c'est sûr que oui, c'est beaucoup de sacrifices. Donc j'entends le goût de l'effort, le travail d'équipe, parce qu'on parle d'un cyclisme individuel, mais finalement c'est un vrai sport d'équipe le vélo. En quoi il est un sport d'équipe? Je pense que Julien l'a très bien expliqué tout à l'heure, c'est un sport individuel qui se court en équipe. C'est clairement ça le cyclisme. Je suis la meilleure personne aussi pour expliquer cela et la représenter. En fait, je suis sprinter et on va dire que moi je finis le travail. Je fais souvent un sprint entre 200 et 250 mètres. Et pour que je gagne, j'ai besoin de mes équipiers qui me protègent toute la journée, pour m'économiser en fait au maximum. Et moi, le placement avant le sprint est super important, mais le placement, c'est mes coéquipiers qui m'aident à l'avoir, qui font plus de boulot, on va dire, que moi pour gagner la course. Et quand je gagne, c'est moi qui ai les fleurs, qui suis sur le podium, sur la photo d'arrivée. C'est moi qui ai toutes les louanges, on va dire. Mais je le dois, ces victoires, je les dois clairement à mes équipiers. Et sans eux, j'aurais pas réussi à gagner dans 95% des cas. 95% de mes victoires, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je leur dois beaucoup. Et je suis très très reconnaissant de ça et reconnaissant vraiment de leur travail. Travail d'équipe, vous ne le savez peut-être pas, quand un sprinter gagne, c'est pas lui qui prend la prime. La prime, elle est partagée avec l'ensemble de l'équipe. Oui, oui, bien évidemment, ça c'est un système qui est fait dans pratiquement toutes les équipes et chez Cofidis c'est comme ça, on a des primes de victoire et les primes de victoire sont, alors souvent on va dire 7 coureurs au départ de la course, en gros la prime de victoire est en 7 parts, une part pour le staff qui est aussi, quand on parle de travail d'équipe, il y a les coureurs, mais tout le boulot de l'ombre,
les mécaniciens, les assistants kiné-masseurs qui s'occupent super bien de nous le soir ont aussi une part, et les 6 équipiers, et celui qui a gagné prend pas la prime. C'est comme ça que ça Et se puis une passe. discipline au quotidien, une hygiène de vie impeccable, j'imagine. Et puis voilà, l'idée que l'entraînement paye, c'est-à-dire ce goût de l'effort est très important. Vous êtes finalement votre propre entreprise. Vous gérez votre entraînement tout seul. C'est clairement comme ça que j'explique un peu souvent ma situation, mon métier. Le vélo, on est du coup un sport individuel collectif, mais c'est très différent des sports co qu'on peut connaître, le foot, le basket, le rugby. Quand on signe par exemple dans une équipe, je dis une bêtise, mais si moi je suis originaire de Nantes, donc j'ai signé chez Cofidis, mais imaginons je signe à Lens ou Lille, pour pas faire de jaloux. Je suis entre les deux. Mais imaginons je signe à Lens, je suis obligé de déménager avec ma famille pour venir au centre d'entraînement et m'entraîner tous les jours avec l'équipe et les équipiers. Le vélo, c'est totalement différent, c'est-à-dire on reste chez nous, on a notre propre plus ou moins staff, et donc on a un entraîneur d'équipe qui nous envoie le programme d'entraînement pour la semaine et jour par jour. Et donc après, c'est à nous de s'y astreindre ou non. Et c'est là où l'hygiène et le côté un peu strict de mon sport qui est difficile, parce que si je veux aller pas m'entraîner et aller manger au McDo tous les jours et grossir, je peux le faire. En fait, c'est pas du tout. J'aurais pas de carton rouge, mais je serais pas performant. Donc, je suis clairement mon entreprise, et c'est moi qui m'astreins à cette hygiène de vie stricte. Autre question, on a compris l'intérêt du sport dans le cadre de l'éducation, l'ouverture d'esprit aussi à l'accorder sur la pratique du vélo l'après-midi. Selon vous, Brian, le sport est bon pour les jeunes, bon pour tout le monde, mais en quoi ce sport peut être bon justement pour cette jeunesse, vous Déjà, en pensez quoi? déjà, c'est très bon pour la santé. Ouais, c'est bon pour la santé. C'est très bon. Alors, le sport de haut niveau, je suis pas sûr qu'il soit très bon pour la santé, mais le sport comme ça, c'est bon pour la santé. Ça leur permet d'avoir des objectifs, de voir aussi les choses différemment. Voilà, j'ai des amis qui étaient nuls à l'école, faut le dire, super nuls, et grâce au vélo, ils ont repris confiance en eux. Et ont réussi à accomplir quelque chose. Et je pense qu'à travers ça, ça prouve que comme leur objectif de Paris-Roubaix, il y a quelques mois, il y en a, ils ne savaient pas faire du vélo. Et ils ont fait Paris-Roubaix en 2 jours. Et je trouve ça exceptionnel. Et je pense que le sport arrive à en fait repousser un petit peu les limites qu'on peut se fixer dans sa tête quand on est enfant, adolescent. Se dépasser physiquement, mentalement, l'entraide, la solidarité, important aussi, j'imagine, la confiance en soi. Oui. Est-ce qu'on a toujours le moral finalement? Est-ce qu'on fête la victoire, mais il y a des fois c'est un peu plus difficile. Il y a des fois on est dans des séries noires, on n'avance pas, on gagne pas. Comment on voit tout ça quand on est sportif de haut niveau? On apprend à le gérer, mais oui, c'est sûr que quand un coureur cycliste gagne 5, 10 courses à l'année, c'est déjà exceptionnel. C'est un coureur qui gagne beaucoup. Il y a des coureurs professionnels qui ont fait des carrières de 10-15 ans sans jamais gagner une course. Et du coup, oui, bien évidemment, on perd plus qu'on gagne au vélo. C'est pas comme au foot où tu gagnes, tu perds ou tu fais match nul. Mais au vélo, on perd plus qu'on gagne. Et c'est sûr que mentalement, c'est beaucoup de remise en question. C'est tout un apprentissage. Maintenant, avec l'expérience et l'âge, je sais pas, mais dans le cyclisme, je commence à vieillir un petit peu. J'ai appris à mieux gérer ces émotions. Quand j'ai des réactions totalement différentes actuellement que ce que je pouvais avoir il y a une dizaine d'années. Et comment on fait, on puise au fond de soi. Mais oui, c'est pas tous les jours rose. J'imagine. Merci Brian pour ce témoignage. On peut applaudir Brian. On en sait un peu plus sur le vélo. Bah oui. Alors, mon général, je vous ai regardé, vous êtes très attentif au témoignage de Brian. Le vélo, ça vous parle, mais vous, c'est plutôt le football. Oui, vous êtes bien renseigné. Effectivement, je suis un passionné de sport, en règle générale. Si ma femme était là, elle vous le confirmerait à son grand désespoir. Et mon sport de base, c'est le football. J'ai joué au football dans l'ensemble de mes garnisons, partout. J'ai créé un club souvent. Et le football m'a appris
beaucoup. L'armée m'a énormément appris, mais le deuxième pilier, c'est le football. Ça m'a appris la vie. On ne vaut rien sans les autres. C'est dans les défaites qu'on construit les victoires. La fraternité, la vraie, l'esprit d'équipe, la cohésion, ce que le Paris Saint-Germain n'a toujours pas compris. Une équipe, ce n'est pas une accumulation d'individualités. Une équipe, ce sont des personnalités qui acceptent de vivre ensemble pour gagner ensemble. Tout ça, c'est le football qui me l'a appris. C'était d'ailleurs très cohérent avec l'armée. Ce sens de l'engagement, du dépassement de soi. On me demande souvent comment vous faites dans l'armée avec les jeunes d'aujourd'hui. Parfois, ils sont quand même un peu traîne-savate avec leur portable à la main. Comment vous arrivez, 25 000 jeunes par an, à les transformer jusqu'au sacrifice suprême pour certains d'entre eux, à dépasser leur peur? Eh bien, une des pédagogies la plus efficace, c'est le sport. C'est l'entraînement physique, c'est la formation physique. Et ils apprennent ça dès le premier jour. Quand je suis entré à Saint-Cyr en 1975, le premier jour, je m'en souviens encore, on m'a envoyé chez le coiffeur. C'est pas une surprise. On m'a mis un treillis et ensuite on m'a dit, vous êtes une quinzaine, vous allez courir. On courait autour d'un bois qui s'appelait le Bois Nord, je ne sais pas très bien pourquoi, et il faisait à peu près 400 mètres. Un tour, 2 tours, 3 tours. Moi, je craignais pas grand-chose, en tout cas c'est ce que je pensais. Parce que j'étais en bonne forme physique, je jouais au foot tous les dimanches, et donc je savais que d'autres craqueraient avant moi. J'ai appris l'humilité, parce qu'en fait, les instructeurs se relayaient. J'ai compris au bout d'un certain temps. Puis un jour, un moment, l'instructeur vient me voir, il me dit, toi, t'es un chameau coureur, c'est pas devant que tu vas être derrière, tu vas prendre le sac de ton camarade qui ne suit pas. On part ensemble, on arrive ensemble. J'ai pris un sac devant, mon sac derrière, j'ai terminé ratiboisé, épuisé, pendant que mon camarade était plus frais que moi. Je me disais quand même, ils ont un sentiment, un sens de la justice sociale particulier. Quand on est bon, finalement, on n'en chie plus que quand on est mauvais. Particulier. Et l'instructeur est venu et m'a dit, c'est bien, c'est ton premier jour, tu as appris un truc, on part ensemble, on arrive ensemble. Le camarade à qui tu as porté le sac, dans d'autres circonstances, il te sortira de la merde. C'est ce qui s'est passé dans mes 2 ans à Saint-Cyr. Et tout ça, c'est le sport, c'est l'éducation physique. J'ai trouvé magnifique le témoignage de Julien, du prof de sport. C'est tellement ça. Parce que derrière le sport, il y a l'équilibre entre le physique, l'intelligence, le cœur. Cet équilibre qui n'est pas aujourd'hui suffisamment pratiqué dans notre éducation nationale. Et puis alors, comme disait Julien, il y a des fois, et comme tu disais Brian, il y a des fois on n'est pas forcément bon à l'école, mais on est bon dans le sport. Finalement, moi je fais référence aux universités américaines, on peut avoir une bourse si on est bon en basket et continuer son boulot. Qu'est-ce que vous en pensez ça finalement? Pourquoi il n'y a pas suffisamment de sport comme ça à l'école? Écoutez, j'ai une famille nombreuse, j'ai 6 enfants, j'ai pu voir effectivement qu'il y a des fortes insuffisances dans la pratique du sport dans l'éducation nationale française. Parlons clair. Évidemment, et par rapport à ce que j'ai vécu dans l'armée, le sport, c'est vraiment un moyen de cohésion nationale évident et de dépassement individuel très fort. Donc, je pense que là-dessus, il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Alors, certaines écoles le font, c'est ce qu'on a vu là, mais globalement, je trouve qu'on ne va pas assez loin, surtout avec notre jeunesse d'aujourd'hui qui demande, qui a soif, qui demande l'autorité, qui demande l'obéissance, qui espère la fermeté. Mais en même temps, il faut qu'il y ait l'humanité, parce qu'on emmène les gens loin, vite, fort, à la condition qu'on les aime. J'ai trouvé touchant ces témoignages précédemment, c'est dur de parler après, parce qu'ils parlaient avec leur tripes, avec leur cœur. C'est ça, être un éducateur. L'autorité, auctoritas, élevé vers. Et nous, quand on parle d'autorité, on entend dans le politiquement correct d'aujourd'hui l'autoritarisme. Je décide, il exécute. Ça, c'est un petit chef. S'il n'est pas content, il peut quitter l'entreprise. Non, ça, c'est pas bon. Faire grandir, élever, c'est ça l'éducation. Et le sport est un levier, mais globalement l'équilibre général.
Je vous cite, hein, je dis, quand cela rentre par les pieds, on s'en souvient longtemps. Oui, c'est l'expérience, hein. C'est l'expérience, c'est comme ça que ça marche dans l'armée, et franchement, c'est une bonne pédagogie. Je pense qu'on a perdu le sens de l'effort, le sens du travail, on a perdu la fermeté. Aujourd'hui, l'obéissance ne fait plus partie du pactage. On a perdu les fondamentaux, ça a été très justement rappelé. Et les fondamentaux, c'est quoi? Moi, je trouve que ce n'est pas un hasard, cette journée, ce soir, alors que ce matin, il y avait la cérémonie à Roubaix, et ça fait 2 jours qu'on entend parler à la radio, à la télé, que de la violence, la montée de la violence. Ce n'est pas un hasard, parce qu'ici, on est dans le fond du sujet, dans les solutions de fond. Pour lutter contre la violence, il faut revenir aux fondamentaux de l'éducation. Merci, s'il vous plaît, bonjour, pardon. Dans les premiers jours à l'armée, on apprend ça au jeu de recrue. Lire, écrire, compter. La littérature, l'histoire, la géographie, la science. C'est pour ça qu'on est dans les mauvais au classement PISA. On a perdu de vue ça, et c'est l'idéologie qui a remplacé. Alors une succession d'idéologies à la mode depuis 40 ans. Aujourd'hui, on est dans le woke, dans le cancel culture. Enfin, bon, ça changera, il y aura autre chose après. Mais on fabrique des hommes debout, non pas avec des idéologies, mais avec des tripes, du cœur, et cet amour mélangé à la fermeté. C'est tout simple finalement. Il faut revenir au bon sens. Les entreprises, à juste raison, cherchent le sens parce que les jeunes demandent du sens. Commençons par le bon sens. J'entends beaucoup, en général, l'humain, la solidarité, le respect, l'autorité, la confiance. Vous qui venez du monde de l'entreprise, Laurent, l'humain, ne serait-ce pas la valeur essentielle d'une entreprise? Et qui est cet humain? Et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on fait un distinguo total entre la performance de l'entreprise, sur ses investissements, sur ses résultats? Pourquoi désolidariser, décorréler l'éducation, finalement, de ce qu'on vit, qui est une grande difficulté, par exemple la difficulté à recruter, la difficulté à fidéliser? Alors on parle de cette nouvelle génération, mais l'humain en général. Où en est l'humain? Et mon général, vous allez aussi rebondir, parce que une fois votre carrière militaire passée, maintenant, vous êtes dans les banlieues, vous allez au contact des banlieues, et vous êtes aussi, Laurent Wronski, autour d'Espérance Banlieue, au contact de ces banlieues. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces banlieues? Quels sont vos constats? Qu'est-ce que vous voyez? Et quelles sont les solutions majeures qu'on peut poser sur la table pour développer cette différence, et développer surtout, annihiler ce marasme et cette difficulté que nous vivons tous? Laurent. Alors, si vous me le permettez, moi je vais poursuivre dans les traces du général. D'abord, excusez-moi, moi je me lève, j'ai du mal à vous parler en étant assis. Je voudrais savoir, dans la salle, il y a combien de managers, donc de gens qui dirigent des équipes, que ce soit une personne ou 50 personnes? Allez, levez bien, qu'on voit. Alors moi, merci, je vais vous raconter une petite histoire courte. Bien sûr. Toute ressemblance avec ce que je vais vous raconter n'est peut-être pas fortuite. Alors moi, j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Approchez bien le micro, Laurent. Oui, voilà. En 1993. Donc moi, je suis dans le milieu industriel, donc j'exerce mon art, non pas avenue Montaigne, mais je suis au cœur d'Argenteuil, qui est une banlieue très difficile et qui, en clair, est le réceptacle de tout ce que vous avez cité. Donc en 93, on a commencé à constater beaucoup d'incivilités dans la zone industrielle. Incivilité qui s'est amplifiée. Et puis nous les chefs d'entreprise, on s'est dit, globalement l'école ne fait pas son travail, mais bon, heureusement on va pouvoir nous faire la sélection. Et puis les incivilités ont traversé le seuil de l'entreprise. Et là, nous nous sommes transformés, malgré nous. Moi, je le dis clairement, je suis industriel, je ne suis pas éducateur. Donc j'admire ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais je ne suis pas éducateur, j'ai été forcé dans mon rôle d'éducateur. On a commencé à avoir des jeunes où il a fallu leur apprendre le b.a.-ba, c'est-à-dire le b.a.-ba du vivre ensemble en entreprise. C'est exactement ce que vous citez. Là, on n'est pas sur Voltaire, etc. On est sur, globalement, comment on se comporte dans une réunion. Comment est-ce qu'on arrive à l'heure? Que le rasoir n'est pas juste décoratif? Que la chemise qui sort du pantalon, c'est peut-être pas forcément approprié dans toutes les situations.
Donc ça, c'était les années 90. Et puis alors après, dans les années 2000, et depuis 20 ans, alors là, on a entendu une autre chanson. Donc là, on nous a expliqué que finalement, nous sommes porteurs de valeurs, je crois qu'on est nombreux dans cette salle, qui sont les valeurs de notre pays, des valeurs d'éducation, des valeurs simples, du vivre ensemble. Mais nous, on nous a expliqué qu'on était des ringards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on arrive en retard, c'est qu'on est moderne. Si on parle français en tutoyant tout le monde, c'est qu'on est moderne. Si pour faire une addition à un chiffre, on sort sa calculatrice, ben c'est pas grave, de toute façon, il y a un portable, ça sert à rien d'apprendre à compter. Puis apprendre à écrire, ça sert à rien non plus. Donc nous sommes devenus, si vous voulez, des ringards. Et donc il y a eu un vrai choc de culture. C'est-à-dire qu'on est passé d'éducateurs malgré nous à porteurs de valeurs, et il y a eu des chocs dans l'entreprise. Donc je parle de ça parce que ça répond indirectement à votre question. Et ben, je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est pas passionnant. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré dans Espérance banlieue. C'est-à-dire que j'ai longtemps cru, on nous a longtemps dit, mais écoutez, ça c'est le rôle de l'école, puis c'est le rôle des familles. Et moi je me suis dit, mais en plus la France qui dépense 59% de sa richesse nationale en dépenses publiques, dont l'éducation, puis on nous explique qu'on n'en dépense jamais assez. Je me suis dit, mais ça c'est le rôle de l'école, donc moi je vais juste faire mon job de manager et essayer de gérer les choses. Et je me suis aperçu que finalement, par rapport à ce que vous dites, la place de l'humain dans l'entreprise, alors ça, on en entend tous les jours, finalement, elle est aussi hors de l'entreprise. Et nous, les chefs d'entreprise, aujourd'hui, on doit, si vous voulez, sortir de notre cadre. On l'a déjà fait une fois, et maintenant, on va devoir le faire une deuxième fois. Alors maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Je peux la partager avec l'auditoire ? Bah, ça serait plutôt pas mal. Alors d'abord, je dois vous dire, moi, il y a combien d'entrepreneurs maintenant dans cette pièce ? Combien vous êtes d'entrepreneurs ? D'accord. Il y a bien un bon tiers. Hein. Alors j'ai plusieurs bonnes nouvelles pour vous. Alors les autres, vous pouvez rester, bien sûr, hein, mais j'ai beaucoup de bonnes nouvelles pour vous. Il y a deux choses que l'on partage au niveau des entrepreneurs. Ce n'est pas seulement les entrepreneurs de France, mais c'est les entrepreneurs du monde. On est tous les trois des entrepreneurs. La première chose, c'est qu'un entrepreneur, c'est généralement quelqu'un qui a eu raison contre tout le monde. Ce n'est pas pour ça qu'il faut avoir le melon. Mais globalement, à l'origine de beaucoup d'entreprises, il y en a un qui a vu un truc et tout le monde lui a dit « c'est pas possible, tu vas pas y arriver, tu n'as rien compris, on a essayé avant toi, etc. » Ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est que nous, les entrepreneurs, on est habitués à monter, à escalader le Mont Blanc en tongs. Et donc, une fois qu'on est arrivé en haut, là, il y a un type qui vous dit « ah ben excusez-nous, mais là, c'est fermé, il faut revenir, c'est sur l'autre versant. » Et ça, c'est notre job tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, la bonne nouvelle, et ça c'est une excellente nouvelle, c'est que depuis le Covid, qui a été un accélérateur, les entrepreneurs que nous sommes, les gens de la société civile que nous sommes, sont devenus les gens les plus légitimes pour résoudre des problèmes de société. C'est-à-dire que jusqu'à il y a très longtemps, il n'y a pas si longtemps, on considérait que c'était des gens qui étaient payés pour ça. Moi, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais j'ai rien contre les politiques. Mais aujourd'hui, il y a une crise de légitimité. Et ce qui est formidable, c'est que les gens se retournent vers nous tous pour résoudre des problèmes de société. Donc le rôle que vous me décrivez dépasse mon simple rôle d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Nous sommes des éducateurs, nous sommes des intégrateurs, et nous allons apporter des solutions à des problèmes de société. Et je voudrais juste vous préciser que ce qui est extraordinaire chez Espérance banlieue, c'est que c'est une aventure entrepreneuriale. Espérance banlieue a été créée par un entrepreneur de talent qui est assis au premier rang et qui, lui, il a décidé en clair, d'avoir tort contre tout le monde, de faire tout ce qui était impossible de faire. Et il a été suffisamment, je dirais, enivrant et captivant pour motiver tous les gens que vous voyez autour de vous et pour organiser ce genre d'événement. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et c'est pour ça que je suis très optimiste pour notre pays, mais il va falloir faire une reprogrammation complète du logiciel. Et la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que c'est nous qui allons la faire. J'ai répondu à votre question ? Bah, plutôt pas mal, oui. Donc ça voudrait dire, ce que vous êtes en train de me dire, Laurent Wroski, ça veut dire que l'éducation ne serait pas l'apanage du régalien, alors. Mais ce qui est extraordinaire, je veux dire qu'ici, vous avez beaucoup de gens qui ont des savoir-faire. Parce qu'ils sont dans des associations, parce que ce sont des passionnés, etc. À votre avis, qui est le plus légitime pour transmettre ? Qui est le plus légitime pour entraîner les gens ?
Moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure, j'ai vu des gens qui, en clair, ne sont pas des purs produits éducatifs. Ce sont des managers, c'est les gens que je pratique tous les jours. Mais ça, c'est nous tous, mesdames et messieurs. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce qui est extraordinaire, je ne suis pas en train de vous faire l'article, hein, mais voyez-vous, Espérance Banlieue a cassé un totem. C'est-à-dire que j'ai lancé avec des camarades les stages d'enseignants en entreprise. Ce qui était le tabou complet. Pourquoi? Parce que nous, les entrepreneurs, nous, c'est l'argent, c'est mal. Je veux dire, faire venir des enfants des entreprises, on va les exploiter tout de suite. Voyez? Donc évidemment, faire venir des professeurs, c'est venir, je dirais, au contact des marchands du temple. Mais là, il n'y a pas de tabou chez Espérance Banlieue. Regardez, je veux dire, tous les trois, c'est comme extraordinaire. Si on avait un homme de robe, on aurait pu faire la troisième partie de Don Camillo. On n'a rien à voir tous les trois. C'est juste génial. Et donc, dans nos écoles, ce qui est extraordinaire, c'est que donc on a cassé ces tabous. Et on fait venir des gens comme vous, qui ont une expertise. C'est des petits détails. Hein. Ça peut être faire la cuisine, ça peut être faire du vélo. Et donc, on apprend à apprendre et on apprend à aimer à apprendre. Ça, c'est mon job de tous les jours. C'est le plus difficile. C'est votre job, comme le mien. C'est donner du sens. C'est ce qu'a dit le général. Et plus difficile, et ça, les gens l'ignorent, c'est que nous sommes des éponges, mesdames et messieurs. Notre rôle, c'est d'absorber du négatif et de restituer du positif. Et ça, c'est H24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Donc c'est ce que nous essayons de faire dans nos écoles. Merci Laurent Broncery. Mon général, quelle est votre idée, vous, de la pédagogie? Première question. Et puis alors, vous qui êtes au contact de la jeunesse, puisque vous leur écrivez ce livre, Lettre à la jeunesse, parole d'honneur, quel est votre conseil finalement? Quels sont, selon vous, les antidotes qui vont faire que cette société va avancer, cette jeunesse va se réveiller, se mettre en action et surtout prendre confiance? Oui, alors je voudrais prolonger ce qui vient d'être dit également parce que c'est intéressant, on est complémentaires. Et dans l'histoire qui vient d'être faite depuis ces 30 dernières années, moi je suis rentré à Saint-Cyr en 75-77. C'était la grande époque de l'antimilitarisme primaire, post-68 art, et on ne pouvait pas être sur un terrain de football, ce qui était un gros problème pour moi, avec des cheveux courts. On se fait traiter de tous les noms. J'ai quitté l'armée en 2017. L'armée devient maintenant une référence, même dans les entreprises, dans l'ensemble de la société. Et je vois le nombre de demandes que j'ai d'intervention, c'est invraisemblable. Donc on est passé d'une époque où l'ordre, la discipline était un tabou moqué, à une époque où les crises graves et simultanées auxquelles nous vivons amènent à revenir aux fondamentaux. Et ça, c'est un signe d'espérance pour la France, parce que je trouve que la jeune génération des 15-30 ans est radicalement différente de celle qui avait encore quelques réminiscences du tout sauf l'ordre, où il est interdit d'interdire. Les jeunes de 15 à 30 ans sont différents et ils attendent du souffle, de l'âme, du cœur, des tripes, un message, de l'authenticité. Et c'est pour ça que ça ne colle pas aujourd'hui dans notre société de la communication, du paraître et des éléments de langage. De l'exemplarité. Regardez, le directeur, il est dans la tenue de ses élèves. On aimerait que cette exemplarité se répande dans notre société. Ça permettrait de diffuser de la confiance. Vous avez parlé de la confiance tout à l'heure. C'est un mot-clé. La confiance, c'est ce qui crée l'obéissance d'amitié, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. C'est la base de tout dans l'armée. C'est la clé de l'autorité. Cette autorité qui est un équilibre entre l'humanité et la fermeté. On manque des deux aujourd'hui. Et puis peut-être qu'il faut réfléchir au temps un peu plus long. On fait beaucoup d'événements. Quand il y a une actualité, on répond par une urgence. Il y a un plan qui se déclenche. Il y a des tas de trucs, y compris dans l'éducation. Mais moi, ce que je trouve bien chez Espérance Banlieue, c'est qu'il y a une vraie vision stratégique. Éric, quand il a créé Espérance Banlieue, il y a 10 ans, il avait une vision stratégique. Il avait un projet et il le déroule avec le temps, parce qu'il faut du temps. Et dans la vision, ce que je conseille beaucoup aux entreprises, c'est l'analyse des risques et l'audace. On a perdu l'audace. Il faut réapprendre à nos jeunes l'audace.
On leur réapprend à nos jeunes à maîtriser les risques. Pour nous, la maîtrise du feu. Vous voyez, c'est tous ces fondamentaux qu'il faut remettre en place, mais il y a 3 mots finalement qui résument moi ce que je pense de tous ces sujets. Le premier, c'est l'humanité, remettre la personne au centre des préoccupations. Je regardais hier soir une chaîne continue et il y avait tout un reportage sur ChatGPT. Mais c'est très inquiétant tout ça. Où va être la place de l'homme et de la femme dans ce système? La personne, elle sera où? C'est quand même le but de toute société. Ensuite, le mot-clé, le deuxième, c'est l'unité. On est dans une société fracturée territorialement, au plan générationnel. On a perdu le sens de la transmission, ce fil de l'histoire de France, ce fil de la transmission. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous recevons un héritage de nos parents et nous le transmettons à nos enfants. On a perdu tout ça. Cette unité entre le dire et le faire. On entend beaucoup de déclarations et puis on fait le contraire. Penser en homme d'action, agir en homme de pensée. Cette unité entre réussir dans sa vie, c'est important de réussir dans sa vie, mais ce n'est pas le plus important, c'est réussir sa vie. Ma fierté, moi, c'est d'avoir une famille, ma femme, mes 6 enfants, une vie équilibrée pendant toute ma carrière. Alors j'ai été chef d'état-major, très bien, mais ce n'est pas ça ma fierté. Et puis le dernier mot, c'est l'espérance. Moi, je crois que notre société est malade de désespoir, une forme de maladie collective. La France, ce pays qui est admiré partout à l'étranger, qui est respecté, qui est craint par nos adversaires, je suis bien placé pour vous le dire. Ce pays qui fait repentance toute la journée. Mais moi, je suis fier de l'histoire de France qu'il faut enseigner à nos enfants, de la géographie, des paysages. On est un des plus beaux pays du monde, de notre gastronomie, de notre génie français. Regardez nos entreprises, avec 50% de charges obligatoires, on arrive encore à être compétitif. Incroyable, le génie français. Alors, c'est un signe d'espérance pour moi tout ça, qu'il faut transmettre à nos jeunes. Et puis, mon premier bouquin, Servir, le dernier chapitre, Aimons notre jeunesse, elle nous le rendra. C'était le titre du chapitre. Moi, je crois dans cette jeunesse. Je crois qu'elle saura faire face aux grandes difficultés qui sont devant nous. Il ne faut pas les nier. Peggy disait, il faut dire ce que l'on voit et surtout, plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Mais je ne suis pas désespéré, contrairement à beaucoup de gens qui pensent que la civilisation va mourir, que la France va disparaître, etc. Je pense que la France est une nation immortelle, qu'elle a une mission spécifique, singulière, et qu'elle survivra par son génie et par sa jeunesse qui saura faire face. Voilà, c'est ce message d'espérance que je voulais vous donner, parce que Espérance banlieue, c'est magnifique. Aujourd'hui, alors que la France est endeuillée avec cette cérémonie à quelques encablures d'ici, voilà, nous, ici, pour ces 10 années, on est un signe d'espérance. C'est une goutte d'eau, dirait Mère Teresa, une goutte d'eau. Mais c'est avec les gouttes d'eau qu'on fait les torrents et qu'on bouscule tout sur notre passage. Et vous savez, les choses vont vite. Quand vous voyez la situation il y a quelques années et aujourd'hui, ça va très vite. Il y a une accélération fulgurante du temps. Espérance, ça rime avec France. Merci, mon général. Vous citez d'ailleurs dans votre livre « Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». Vous citez Guillaume d'Orange, justement. Je voyais réagir Laurent Wronski au propos du général. Finalement, au travers d'Espérance banlieue, c'est quoi la recette? Comment on fait? Quel est votre degré d'implication? Quel est votre constat? Comment on agit avec Espérance banlieue? Et pourquoi vous avez décidé, vous, de vous engager dans Espérance banlieue? La raison, je vous l'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus pointer du doigt et dire alors eux ils n'ont pas fait le job, et puis alors eux non plus ils n'ont pas fait le job, et puis on va attendre qu'ils le fassent. Pour ça, c'est la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est que je vous laisse seul juge. Malheureusement, le job est de plus en plus difficile à faire. Bon. Mais moi, je suis un entrepreneur,
Donc par définition, si vous voulez, même si je dirais le pessimisme est de rigueur, l'optimisme est de volonté. Nous, les entrepreneurs, on ne peut pas être pessimiste. Ça ne veut pas dire qu'on est d'un optimisme béat, mais on va se faire plaisir collectivement. Depuis le Covid, c'est-à-dire grosso modo 3 ans, nous avons tous géré 6 crises systémiques. Je crois qu'il y a des sourcils qui se froncent. Alors on a commencé par la sanitaire, après dans le désordre, on a eu sanitaire, pénurie de matières premières, pénurie de main-d'œuvre, reprise de l'inflation, remontée des taux d'intérêt, c'est un petit peu lié d'ailleurs, et enfin, pour couronner le tout, on a eu la guerre en Europe. Et ça, en 3 ans, c'est-à-dire tous les 6 mois. Mais on est encore là. Elle est là, la recette. On parle de résilience dans Si ce vous cas ? voulez, Espérance Banlieue est une aventure entrepreneuriale. C'est ce que nous faisons collectivement dans nos boîtes tous les jours. Nous, notre job, c'est de résoudre des problèmes. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans vos entreprises. Moi, dans les miennes, quand j'arrive, on vient généralement pas me dire « tu vas voir Laurent, aujourd'hui, il y a ça qui va super bien et ça va encore mieux ». Et tout, non. Moi, j'arrive, c'est de 8h à 8h, c'est résoudre que des problèmes. Mais ce qui fait qu'on est capable de les résoudre, c'est que généralement, on arrive à faire des cours de 100 mètres sans qu'on ait trop de chaînes aux pieds. Bon. Et en plus, les emmerdes volent par escadrille. Voilà, en plus. Chirac avait raison. C'est vrai. Mais, je veux dire, la recette d'Espérance Banlieue, c'est ça. C'est pour ça que moi, je me suis engagé, mais moi, je suis un petit maillon de la chaîne. Donc moi j'apporte, si vous voulez, ma faible contribution. Mais jugez sur pièce, mesdames et messieurs. C'est une superbe aventure entrepreneuriale. Et ça marche, parce que les gens qui sont là, vous avez vu, personne ne les force. Il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de définition de poste, il n'y a pas d'inspection du travail qui va vous expliquer le comment du pourquoi. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment confiance dans notre pays. Vous voyez, on ne s'est pas concerté avec le général, mais on a la même vision. On a géré 6 crises systémiques. Moi, j'en avais géré 6, mais en 35 ans. Là, c'est 6 en 3 ans. Donc voilà la recette. Et ça marche parce que c'est petit, ça marche parce que c'est agile, ça marche parce qu'on prend les compétences là où on pense qu'on doit les récupérer et pas là où on doit nous les donner. Et quand il y en a un qui a une idée, c'est un petit peu comme dans l'armée, hein, quand on est sous le feu, on ne fait pas un colloque et ce n'est pas une démocratie. Donc je pense qu'on est proche, je parle sous le contrôle des enseignants, on est proche de nos élèves, on est proche de nos parents, mais ce n'est pas une démocratie. Il y a un pilote dans l'avion. Voilà pourquoi ça marche. Donc la solution, vous l'avez, mesdames et messieurs. La solution, elle est là ce soir, c'est tout. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Même le nuage le plus noir a toujours sa frange d'or. Finalement, on est dans la confiance, on est dans l'espoir. C'est pas si noir que ça. Brian, finalement, cette jeunesse, vous avez quel âge? Rappelez-moi votre âge. 31 Brian. ans. Combien? 31. 31. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, quand vous écoutez Laurent Wronski, quand vous écoutez le général de Villiers? Comment ça vous parle, tout ça? Moi, si je peux retenir quelque chose, surtout du côté de l'armée, c'est le mot respect qui était très important tout à l'heure. Et en fait, on est confronté, nous aussi, à ça au quotidien. En gros, on vit en communauté toute l'année. Et le respect est important. Et le respect de la hiérarchie. Quand on est sur une course, voilà, il y a un directeur sportif qui est là. Et en fait, comme un petit peu à l'accordé, on fait une stratégie. On l'a fait ensemble. Donc le respect de la hiérarchie, quand le directeur sportif dit « toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça », on en a co-discuté, donc on est tous d'accord avec ça. Mais quand on est à la guerre, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est le terme qu'on donne dans le vélo. Quand on est un peu dans la merde et on est dans le dur, on est tous ensemble. On est tous ensemble. Et le respect de la hiérarchie, c'est important. Le respect des autres, parce qu'on vit tous ensemble toute l'année. Et quand on est 8 sur un Tour de France, on est parti un mois, on a un collègue de chambre. Donc c'est important d'avoir des règles de base pour la vie au quotidien, pour que ça se passe bien. Le respect de l'autre aussi. Et on vient de tout horizon différent, de cultures différentes, de pays différents. Et donc c'est ce mot-là qui m'a fait expliquer ça. Et quand je l'ai entendu tout à l'heure, c'est très important pour moi et dans notre métier. Et du coup, dans le sport, évidemment, ça marche pour le vélo, mais ça marche pour tous les sports co et tout autour du monde, quoi. Un message en général à transmettre à vous ici qui êtes parents, vous chefs d'entreprise, société civile. Quel serait le message que vous avez envie de leur transmettre, mon général?
de garder l'espérance chevillée au corps que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend la situation instantanée de notre pays et plus globalement de notre monde, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi même douter, mais le doute, c'est le début de la défaite. Et il faut garder cette espérance chevillée au corps. Espérance banlieue montre que c'est possible. Bien sûr, c'est une petite échelle. Bien sûr, on pourra toujours dire oui, oui, mais enfin, ça marche parce que ceci, parce que cela. Non, ça marche, ça existe. L'armée française, 200 000 soldats, ça fonctionne. Donc il y a des choses qui dans ce pays fonctionnent et on a surtout, moi j'ai cette chance depuis 6 ans, je fais 2 déplacements par semaine en moyenne dans l'ensemble du territoire français. Ce qui d'ailleurs a donné naissance à des supputations à connotation politique. On a entendu ça, effectivement. Je ne fais pas campagne. Je fais ce que j'ai toujours fait quand j'étais dans l'armée. Je ne vais pas voir le terrain, je vais voir les personnes sur le terrain, là où elles sont, et discuter avec elles parce que la vraie joie de la vie, c'est la rencontre. La rencontre avec des gens différents. Si on rencontre que des gens qui sont comme nous, c'est sympathique 5 minutes, mais ce n'est pas très enrichissant. Et moi, je crois que Espérance banlieue, c'est cette capacité à mettre ensemble des parents, des professeurs, des élèves très différents, et avec quelque chose au-dessus de tout ça, qui est la formation individuelle au service d'un collectif qui est l'amour de la France. Moi, ce que je souhaite à vous toutes et tous, c'est que nous soyons en quelque sorte des apôtres de cette philosophie d'Espérance banlieue, avec cet amour de la France qui réapparaisse. Non pas par défaut, non pas en étant utilisé comme marchepied, mais en étant au plus profond de chacun et chacune d'entre nous. Et à ce moment-là, notre pays ira beaucoup mieux et nos enfants iront beaucoup mieux. La connaissance de la France. Dans mon livre « L'équilibre est un courage », quand j'ai essayé de réfléchir à partir de mon expérience sur la façon dont on pourrait réparer la France, entre guillemets, eh bien, j'ai commencé par l'éducation. Parce qu'en fait, c'est la base de tout, tout part de là. Le jeune enfant, et beaucoup plus tôt qu'on ne le pense, je vois avec mes petits-enfants en ce moment, croyez-moi, ça démarre très jeune, ce sont des éponges, et c'est là que doit repartir le socle, la cohésion nationale. La nation, cette communauté d'hommes et de femmes qui vivent sur un territoire, la terre des pères, cet héritage, la patrie et cet amour du drapeau. Voilà. Moi, c'est ça qui m'anime. J'ai vu avec plaisir que c'était le socle qui animait en quelque sorte l'accordé. Magnifique réussite, magnifique école. Moi, je vous tire mon chapeau. Chacun à sa place, nous avons à transmettre cette petite flamme de Péguy, cette flamme de l'espérance. Merci, mon général. À l'évidence, on va vous faire réagir. Vous avez peut-être des besoins d'envie ou réagir, de poser des questions. Avant cela, Laurent Wroski, un mot de la fin, un message que vous avez envie de donner ici à cette assistance qui s'est déplacée. Il y a eu on a l'honneur de vous accueillir ce soir. Un message à cette assistance. Alors, effectivement, c'est un grand honneur parce que c'est dur aujourd'hui de faire déplacer des chefs d'entreprise parce qu'on est très sollicité. Donc, merci d'être là. Moi, mon message est extrêmement simple. Je pense qu'on vit un moment très particulier où l'opportunité nous est donnée de passer du statut de marchand du temple à acteur de la société civile. Et nous sommes reconnus comme légitimes par nos pairs. C'est quelque chose d'assez nouveau. Croyez-moi, ça fait bientôt 40 ans que je suis chef d'entreprise, c'est assez même troublant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons notre mot à dire et nous sommes respectés par nos pairs. Je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer l'importance de l'éducation, d'autres l'ont fait bien mieux que moi. Donc là, vous avez quelque chose qui marche. Donc ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, ça c'est mon petit message, vous allez avoir 3 possibilités. Première possibilité, vous dire, bon, ok, c'est super, sympa, l'école, c'est bien, bon, mais globalement, il y en a marre, parce que moi, quand je regarde ma feuille d'impôt, j'en paye suffisamment, c'est à l'éducation nationale de faire ça. Bon, moi, c'est pas l'approche que je recommande, mais chacun son truc. Deuxième option, oui. Vous allez dire, bon, c'est super,
Et c'est tellement super parce que ça marche, et je l'ai vu de mes yeux vus, que vous allez sauter sur votre souris, enfin celle qui est reliée à l'ordinateur, bien sûr, et vous allez, je dirais, donner un petit peu de sous, parce que comme vous le savez, nos écoles, elles ont besoin de carburant. Et troisième possibilité, vous allez rentrer chez vous, et là vous allez dire, chérie, on va ouvrir une école, et là votre épouse va vous dire, une école Espérance banlieue, et vous allez répondre, what else? Et là vous allez ouvrir la 19e, la 20e et la 21e école Espérance banlieue. Voilà mon message. Merci pour ce témoignage. Je vous demande d'applaudir chaleureusement nos 3 invités, de cultures différentes mais tous réunis. Laurent Vronsky, Brian Coquart, Général de Villiers. Merci à vous.